Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bonjour à toutes et à tous. Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion heute Morgen zu einer der wichtigsten Initiativen in diesem Jahr, nämlich der Selbstbestimmungsinitiative. Ce matin, nous cherchons à savoir si le droit suisse devrait toujours prévaloir sur le droit international, car c'est la question qui se pose avec l'initiative pour l'autodétermination lancée par l'UDC. La votation aura lieu le 25 novembre, donc n'oubliez pas d'aller voter. Alors, à votre droite, vous voyez Noah, qui a 21 ans et qui représente aujourd'hui le PS. Vous pouvez applaudir. Ensuite, on a Alec, qui représente le PLR et qui a 19 ans. Dann auf eurer linken Seite haben wir Timo, der 18 Jahre alt ist und für die SVP da ist. Und ebenfalls für die SVP anwesend ist Oliver, 21 Jahre alt. Und ich wende mich gerade an euch zwei Vertreter der SVP und ich frage euch, die Initiative heißt ja Schweizer Recht statt fremde Richter. Wer sind diese fremde Richter und wieso sind sie genau ein Problem? Alors, en fait, ce que demande cette initiative, c'est, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, je pense, c'est simplement s'il y a un problème entre les accords qu'on a pu signer ou qu'on voudrait signer avec les pays étrangers, et que la Constitution stipule déjà quelque chose ou pourrait potentiellement stipuler autre chose dans une initiative à venir, ce qu'on demande simplement, c'est que s'il y a un conflit d'intérêts, si je peux dire ça comme ça, s'il y a un conflit entre les deux, que la Constitution prime sur le droit international. Ça veut dire que même si c'est un accord qu'on a déjà pu signer, même si ça remonte à plusieurs années, la Constitution prime parce que la Constitution est modifiée par le peuple directement, qui est le pouvoir souverain en Suisse. Et c'est vraiment ça qu'on demande. Ça veut dire que dans la base de l'initiative en elle-même, c'est simplement ça. On y reviendra justement, c'est de ça que je parlais avant, on y reviendra sûrement, mais ça pourrait potentiellement dénoncer la CEDH également. Mais il faut vraiment savoir que ce n'est pas ce qu'on demande dans le principe de l'initiative en partant d'abord de ça. C'est vraiment, simplement s'il y a un conflit entre les deux, on va primer le droit suisse plutôt que le droit international. C'est simplement ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Noah, kannst du uns gerade etwas dazu sagen, vor allem zu dem Vertrag, den gerade erwähnt hat? Also ich möchte zuerst noch kurz darauf zurückkommen, du hast ja angefangen mit den fremden Richtern. Die SVP benutzt ja dieses Wort sehr gerne, dass die fremden Richter uns irgendwelches Recht aufzwingen. Ja, wer sind denn diese fremden Richter, oder? Das ist eben schon gerade falsch. Wer in der Schweiz wendet das Völkerrecht an? Das sind die Richter am Bundesgericht, das sind die Gerichte an Kantonsrichtern. Ein Beispiel dafür ist der in den Menschenrechten festgesetzte Artikel des Kinderschutzes. Heute wird bei jeder Scheidung das Kind angehört, es wird auf das Kind berücksichtigt, zu welchem Elternteil es will. Das ist ganz einfach Völkerrecht. Und das sind keine fremden Richter, die uns dieses Gesetz aufzwingen, sondern das sind Schweizer Richter, die dieses Völkerrecht anwenden. Also bereits der Name der Initiative ist einfach falsch. Dann kommen wir zu den Verträgen, die angesprochen wurden, oder? Die Initiative oder die SVP proklamiert hier, dass hier klar ist, dass bei Verträgen einfach die Bundesverfassung höher gewichtet wird als völkerrechtliche Verträge. Und das ist einfach schon in der Initiative nicht klar dargestellt. Wenn wir Artikel 5 Absatz 4 anschauen, Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. Das steht schon heute so in der Verfassung.
Die Bundesverfassung steht über dem Völkerrecht und geht ihm vor, unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Dann ein weiterer Artikel in derselben Initiative: Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss dem Referendum unterstanden hat, sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden maßgebend. Ja, das ist interessant, weil in derselben Initiative widerspricht sich die SVP zweimal. Also einmal sagen sie, dass völkerrechtliche Verträge vor der Bundesverfassung sind, und in derselben Initiative sagen sie, dass diese Verträge, die unter dem Referendum unterstanden sind, dann trotzdem der Bundesverfassung vorgehen. Also da scheint mir schon ein Widerspruch, also hat sich die SVP hier schon nicht entscheiden können, was sie jetzt genau damit bezwecken wollen. Was meinst du damit, Oliver? Siehst du die wichtige Rechte, die Schweizer und Schweizerinnen haben, mit dieser Initiative gefährdet? Nein, ich denke nicht, weil in der Verfassung sind ja gewisse Rechte schon vorgeschrieben. Aber zum Punkt zurückzukommen, wir haben bis jetzt 4 Initiativen, die vom Volk angenommen worden sind und die bis jetzt zum heutigen Tag nicht umgesetzt worden sind. Aber auch zum Beispiel die Initiative, die zweite, also die Vorlage 3, die wir abstimmen zu den Sozialdetektiven, wird wohl auch nicht umgesetzt werden können, da es mit den Verträgen mit der EU, mit dem Europäischen Gerichtshof wieder Unstimmigkeiten gibt. Und dieses ist das wir verhindern möchten. Wir möchten, dass wir, das Volk, etwas sagen, etwas abstimmen und dieses auch angenommen wird und nicht wieder zu nicht gemacht wird. Alec, was meinst du dazu, wenn man sagt, eben, dass Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum Beispiel zu einer Initiative Ja sagen, bei der sie genau wissen, dass sie eigentlich gegen die völkerrechtlichen Gesetze verstößt, aber sie es bewusst annehmen, also das Volk sagt Ja, bewusst, kann man dann, wie geht das, dass dann das Volk eigentlich nicht Recht bekommen kann? In anderen Worten, wie könnt ihr sagen, ja, das Völkerrecht geht vor, obwohl Schweizer Bürgerinnen und Bürger bewusst Nein dazu sagen? Okay. Oui, alors pour préciser, alors déjà aujourd'hui, le peuple suisse peut résilier des accords internationaux en utilisant un référendum, mais alors à ce moment-là, il faut faire une initiative, pardon, mais à ce moment-là, il faut clairement faire une initiative qui a l'objectif de résilier cet accord, et il faut clairement le dire comme ça, et pas juste introduire de nouvelles choses, et puis par après dire que ce n'est pas compatible avec le droit européen. Deuxièmement, la majorité des grands accords internationaux que la Suisse signe sont soumis au référendum. Donc le peuple peut toujours encore voter non, comme c'est déjà arrivé par exemple dans le cas de l'adhésion à l'espace économique européen. Donc le peuple a toujours encore cette possibilité, la souveraineté reste chez le peuple. Finalement, juste pour revenir sur ce que Noah a dit, c'est faux que si le peuple suisse accepte la surveillance des assurés, que ce ne soit pas compatible avec le droit européen. La raison pour laquelle on a cette votation, c'est que le Tribunal européen des droits de l'homme a constaté que dans le droit suisse, il n'y avait pas de base légale. Il n'y avait rien dans le droit suisse qui disait que les entreprises d'assurance, que les assurances sociales ont le droit de surveiller leurs assurés. Et c'est pour ça que cette surveillance a été interdite. Si le peuple accepte dans la votation cette possibilité de surveiller les assurés, on pourra le faire et il n'y aura pas de problème avec le droit international. Willst du etwas noch dazu sagen, Timo oder Oliver? Alors, moi je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de base légale encore par rapport à la surveillance des assurés en Suisse. Cependant, si on regarde dans la CEDH exactement, j'ai plus l'article en question sous les yeux, mais c'est stipulé clairement qu'il ne faut pas violer l'espace privé des gens. Et la surveillance des assurés, comme elle est demandée dans cette initiative, est clairement contre ce droit de l'espace et je ne sais plus le terme exact, mais de l'environnement privé des personnes. Donc, ça rentrerait tout de même en conflit par rapport à cette CEDH. Même s'il n'y a pas de base légale directement en Suisse et que l'Europe nous autorise, entre guillemets, à le faire,
ça rentre quand même en conflit. Alors je vois pas pourquoi on appliquerait quelque chose qui rentre en conflit cette fois-ci, mais par contre pour d'autres, comme l'immigration de masse ou comme ça, on pourrait pas les appliquer parce que ça va à l'encontre de ça. C'est pas logique. Also ich finde es sehr interessant, dass wir hier jetzt über eine Initiative sprechen, die überhaupt noch nicht angenommen ist. Ich möchte lieber darauf zurückkommen, oder vorhin wurden die 4 Initiativen angesprochen, die die SVP durchgesetzt hat, die angenommen wurden und jetzt anscheinend nicht umgesetzt werden konnten. Nehmen wir zum Beispiel die Ausschaffungsinitiative. Die SVP stört sich immer wieder, dass Gerichte, zum Beispiel das Obergericht im Kanton Zürich, das einen Fall nicht angenommen hat. Das heißt, ein Deutscher wurde nicht ausgeschafft, weil sich das Obergericht des Kantons Zürichs auf das Personenfreizügigkeitsabkommen bezogen hat und somit diesen Deutschen nicht ausgeschafft hat. Ja, aber da kommen wir ganz einfach wieder zur Initiative zurück, und zwar Artikel 190. Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss dem Referendum unterstanden hat, sind für das Bundesgericht maßgebend. Das heißt ganz einfach, wenn diese Initiative angenommen wird, dann wäre das Personenfreizügigkeitsabkommen noch stärker definiert, weil es jetzt zwingend werden. Es unterstand nämlich dem Referendum, das heißt, dieser Deutsche würde sowieso nicht ausgeschafft, genau wegen der Initiative, die die SVP hier lanciert hat. Also ich denke, zu diesen 4 Initiativen, von denen du sprichst, dass es die SVP angenommen hat, ich denke, dies ist falsch. Es ist das Schweizer Stimmvolk, die diese 4 Initiativen angenommen haben. Und man muss nicht immer denken, dass diese Initiative auch nur von der SVP kommt. Sind auch die Jeunes Libéraux Radicaux, zum Beispiel im Kanton Zürich, der ganze Kanton, die Sektion hat auch ihres Ja dazu ausgesprochen. Also kann man von mir aus da sprechen, es ist nicht nur unsere Initiative, sondern auch eine Initiative vom Schweizer Volk. Und da eben, wie gesagt, diese 4 Initiativen wurden auch vom Schweizer Volk angenommen und nicht nur von uns. Kleiner Themenwechsel. Eine Frage vielleicht schnell an Alec. Braucht es deiner Meinung nach die Demokratie, diese Initiative unbedingt, damit die Demokratie gerettet werden kann? Nein, ich glaube nicht, dass diese Initiative braucht. Ich glaube, dass diese Initiative einfach eine Grundlage dafür ist, dass die SVP in der Zukunft mehr Mogelpackungen machen kann. Weil wenn die SVP schon heute kann sie über eine Initiative ein Volksabkommen kündigen. Aber wenn man halt in eine Initiative reinschreibt, die Europäische Menschenrechtskonvention zu kündigen, dann wird das vielleicht nicht angenommen. Aber wenn man es ein bisschen indirekter sagt und ein bisschen umformuliert, dann hat es mehr Chancen, angenommen zu werden. Und dann ist diese Initiative von der SVP nicht für die Demokratie, sondern dagegen. Und was ich noch sagen wollte, was ich zurückkommen wollte, was Oliver gesagt hat, die meisten der Initiativen, die ja in diesem Gebiet problematisch sind ja Initiativen, die von der SVP lanciert wurden. Klar wurden sie vom Volk angenommen, aber sie kamen von dieser Partei. Was sagt ihr dazu auf der Seite der SVP? Wollen die Initianten tatsächlich die Konvention, die MRK, künden? La Convention européenne des droits de l'homme. Alors, c'est pas ce que demande directement l'initiative, hein, comme je l'ai dit au début, mais s'il faut la dénoncer, je pense que la population et la Suisse se doit de la quitter. Si c'est ce que demande le peuple d'une manière ou d'une autre, oui. Alors, je sais ce que certains pourraient dire. D'accord, la CEDH, il faut surtout pas la quitter parce que bon, c'est ça qui régit les droits humains, etc., etc. Mais il faut savoir que la Constitution suisse aide déjà énormément aux droits suisses. Pour ça, je vais vous lire 2 articles de la Constitution suisse, notamment le 36 et le 54. Le 36 qui dit « L'essence des droits fondamentaux est inviolable ». Donc, malgré qu'on ne soit pas dans la CEDH, les droits humains restent respectés quoi qu'il arrive. Et encore l'article 54, alinéa 2, qui dit « La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse. Elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre les pauvretés, ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, donc la CEDH,
même si on n'en fait pas partie, les droits existent, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. Donc, pour revenir là-dessus, on ne demande pas directement de la quitter ou de la dénoncer, mais si c'est une chose à faire, les droits de l'homme resteraient respectés, parce que c'est dit dans la Constitution, les droits de l'homme sont inviolables. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Même si on n'en fait pas partie, on ne veut pas devenir des animaux du jour au lendemain parce qu'on quitte une Convention. Das finde ich jetzt ziemlich interessant. In der ganzen Debatte, die ich jetzt verfolgt habe, hat sich eigentlich noch nie ein SVP-Politiker darauf gewagt zu sagen, wenn die EMRK zu künden sind, ja, dann künden wir diese. Finde ich sehr spannend, weil in der ganzen Welt das einzige Land, das die EMRK nicht respektiert, ist Russland. Und ich denke, wenn wir sehen, wie viele Rechte die Leute in Russland haben, mache ich mir da schon ein gewisse Sorgen, wenn da die SVP sagt, wenn es nötig ist, müssen wir die EMRK künden. Dann, was mein Kollege angetönt hat, das stimmt schon, dass in der Bundesverfassung weite Teile der EMRK darin verfasst sind und auch respektiert sind. Hier ist einfach wieder ein Problem mit 190 der Bundesverfassung. Und zwar sind die Bundesgesetze sowie die völkerrechtlichen Verträge maßgebend für die Gerichte. Es ist eben nicht die Verfassung. Das heißt, dass bei einer Kündigung der EMRK das Parlament oder auch das Volk Gesetze erlassen könnten, die gegen die EMRK sprechen. Wir haben bereits in der Verfassung einen Artikel, der die EMRK klar schädigt und nicht respektiert. Und zwar ist das der Artikel über das Minarettverbot. Das heißt, wenn die EMRK gekündigt werden würden, ist es nicht sicher, dass wir als Schweizer Volk die Menschenrechte, dass diese noch respektiert werden würden, weil eben nur die Bundesgesetze und die völkerrechtlichen Verträge für das Bundesgericht maßgebend sind und nicht die Bundesverfassung. Sehen Sie denn viele Verträge, die die problematisch sind und die effektiv gekündigt werden müssten und wie Noah sagt, dann die Menschenrechte tatsächlich gefährden würden? Ja, ich denke, kündigen ist das falsche Wort. Also als ersten Schritt gehst du hin, nachher sprichst du mit der anderen Partei. Willst du eventuell verhandeln? Wenn wir verhandeln können, will die Schweiz natürlich verhandeln und im schlimmsten Fall, wenn es nicht möglich ist, diesen Vertrag neu zu verhandeln, werden wir ihn halt kündigen müssen. Aber eben die Minarettinitiative, das ist genau das Richtige. Sie wurde vom Volk angenommen und diese wurde auch umgesetzt. Das ist eigentlich auch das, was wir wollen, dass es umgesetzt wird. Genauso wie diese Minarettinitiative, die wir damals lanciert hatten. Vielleicht habe ich mich nicht sehr gut ausgedrückt. Ich wollte eigentlich wissen, dass, also wie eben Noah gesagt hat, dass Menschenrechte bei der Annahme dieser Initiative gefährdet sein könnten. Wie kannst du unserem Publikum versichern, dass das nicht der Fall sein wird? Also ich denke, versichern kann man nichts, aber man muss ein bisschen logisch überlegen. Hier in der Schweiz sind wir ungefähr 5 Millionen Leute, die das Stimmrecht haben. Denkt ihr wirklich, die Mehrheit der Leute will im schlimmsten Fall alles kündigen, was kündbar ist? Ich denke nicht. Also wenn man eben so die Plakate der SVP anschaut, sind sie überraschend zahm. Man kann lesen, ja zur direkten Demokratie und auf der Gegenseite eben Nein zur Anti-Menschenrechtsinitiative. Was will diese Initiative eigentlich? Hat sie etwas gegen Menschenrechte? Will sie letztlich die Europäischen Menschenrechtskonvention künden lassen? Und was ist da deine Meinung dazu, Alec? Also für mich ist es klar, wenn diese Initiative angenommen wird, muss man die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen, weil im Gegensatz zu dem, was die SVP vielleicht denkt, kann man ein Abkommen nicht einfach so neu aushandeln. Das ist nicht wie wenn man irgendetwas auf eBay oder Ricardo bestellt. Das dauert je nachdem mehrere Jahrzehnte, um ein solches Abkommen auszuhandeln. Da kann man nicht einfach kommen und sagen, man will etwas neu verhandeln. Zweitens, die EMRK ist ein Abkommen, das praktisch alle europäischen Staaten zusammen verhandelt und angenommen haben. Jetzt stellt man sich vor, dass die Schweiz, und ja, es ist halt die kleine Schweiz, wir sind halt nur 8 Millionen Leute in einem Kontinent,
was weit über 500 Millionen Einwohner hat. Da können wir auch nicht einfach kommen und sagen, ja, jetzt muss man wegen uns alles neu verhandeln. Das geht einfach nicht. Und dazu, dass man die Menschenrechte nicht garantieren kann. Zurzeit sind sie eben dank der EMRK garantiert. Wenn in der Schweiz etwas gemacht wird, das den Menschenrechten widerspricht, wenn der Staat euch etwas Schlechtes macht, zum Beispiel ein Gesetz einführt, das etwas erlaubt, das man eben nicht machen darf unter dieser Konvention, dann können Sie nach Straßburg gehen und dort gibt es ein Gericht und Mechanismen, die gewährleisten, dass Ihre Rechte geschützt werden. Mit der Annahme dieser Initiative, das wird praktisch sicher zur Kündigung der EMRK führen, wie es unsere Kollegen auch mehr oder weniger zugegeben haben, und in dem Fall hat man diese Gewährleistung eben nicht mehr. Alors, petite question à toi, Timon. Je voulais savoir, en fait, c'est qui décide si un contrat doit être annulé ou que le contrat est problématique envers la Constitution fédérale? Eh ben, tout simplement le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui change la Constitution, donc s'il y a un problème entre la Constitution et les droits internationaux, c'est logiquement le peuple qui est à l'origine de ce problème, si on peut dire ça comme ça. Mais pour rebondir sur ce que Alec a dit par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, alors, je suis d'accord, sur le principe, c'est une bonne chose. On se dit, waouh, l'Eldorado, s'il y a un problème avec le droit suisse, on peut aller là-bas et puis ils vont nous aider, ils vont tout résoudre. Alors, il faut savoir deux choses. Premièrement, la chance que notre dossier soit retenu dans cette Cour européenne est très basse. Il y a très très peu de chances qu'ils prennent nos dossiers. Il y a tellement de choses qui sont envoyées tous les jours là-bas. Il ne faut pas croire que vous, petit Suisse ou bien de n'importe quel pays où vous venez, votre dossier va être retenu parce que vous êtes plus important qu'un autre. Alors déjà, ça c'est une première chose à savoir. Et deuxièmement, dans cette cour, il faut voir qui c'est qu'il y a. Parce que les gens qui sont membres de cette cour, ce ne sont pas des gens qui sont élus par le peuple. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir parce que c'est vraiment des gens qui sont choisis par les États. Donc, les États de qui? De l'Europe et aussi des pays alentours. Et donc, logiquement, il y a des gens qui sont envoyés par qui? Par des gens comme Poutine ou comme Erdogan. Donc, je veux dire, allez justifier votre droit, allez chercher un droit auprès de gens comme eux. Il y a quand même un petit souci entre les deux. Je veux dire, vous n'allez pas dire oui, alors voilà, je vais en Turquie, je vais voir Erdogan, on va voir ce que lui peut nous dire sur notre droit, il va pouvoir nous aider là-dessus. Non, il y a un problème là-dedans. Alors, cette cour, oui, peut-être, première vue, elle est bien, mais il faut aller chercher un peu plus loin que juste ce qu'on voit. Alors là, je veux tout de suite rebondir dessus pour préciser. La majorité des cas à la Cour européenne des droits de l'homme sont refusés pour des raisons de forme. Ça veut dire qu'avant d'aller à Strasbourg, vous devez faire tous les recours qui sont possibles dans votre pays. Si vous ne le faites pas, votre cas sera automatiquement rejeté. Mais des cas qui respectent les formalités et où il y a effectivement des violations, tous les cas où l'éclatante majorité de ces cas sont acceptés et traités. Et puis deuxièmement, la référence que mon collègue fait à Erdogan et Poutine est fausse, parce que c'est que 2 juges dans une cour où il y a plus d'une vingtaine de juges. Et en plus, aussi pour revenir sur les juges étrangers, desquels l'UDC parle toujours, c'est qu'en fait, il y a une juge là-bas qui a été nommée par le gouvernement suisse, et à chaque fois qu'un Suisse va à la Cour européenne des droits de l'homme, cette juge fera partie de la formation de juge qui traitera le cas. Donc il y a toujours aussi un juge national qui peut donner un input sur les cas aux autres juges. Puis justement, c'est qu'une minorité des juges qui vient des pays qui ont des problèmes avec les droits de l'homme. Donc ces arguments ne tiennent pas vraiment la route. Oui, mais si je peux me permettre, pourquoi est-ce que c'est seulement une minorité des juges étrangers qui vient décider ce qu'on fait en Suisse? Et pourquoi c'est pas tout simplement tous les cas qui sont gérés par la Suisse? Parce que je veux dire, d'accord, c'est qu'une minorité. D'ailleurs, j'ai les chiffres, il n'y a que 2% des cas judiciaires en Suisse qui sont gérés par des juges étrangers. Alors oui, vous allez me dire 2% c'est rien. Je suis d'accord, c'est pas beaucoup, mais pourquoi est-ce que c'est 2% vu que c'est rien, justement? Pourquoi est-ce que ça serait pas simplement à nous de les gérer? C'est tellement... on demande peu. On demande vraiment peu. Mais ces 2%, je vois pas pourquoi ça serait à d'autres personnes de les gérer. Je veux dire, c'est comme vous. Je vous dis maintenant, ok, vous gagnez, on va dire, je sais pas, 100 000 francs sur l'année. D'accord, ben 2%, donc 2 000 francs, ça, c'est moi qui vais les gérer pour vous. Vous savez pas ce que vous en faites. Ça revient au même. C'est-à-dire que vous allez me dire 2%, c'est rien, encore une fois, mais c'est pas parce que c'est rien que c'est aux autres de les gérer. Tout simplement, c'est à la Suisse de gérer son droit, c'est à la Suisse de gérer ce qu'il doit faire dans son pays, pas à des juges étrangers, même si c'est que 2%.
Mais il n'y a personne. Déjà, de 1, c'est 2%, ça peut être des cas extrêmement importants. Contrairement à des cas peut-être moins importants, ça peut être des cas sur des problèmes comme de la torture ou des parents qui sont séparés de leurs enfants dans des questions de visa et d'immigration. Donc, c'est des cas extrêmement importants qui touchent à des droits fondamentaux. Et deuxièmement, ce n'est pas des juges à 100% étrangers, il y a aussi une juge suisse. Et puis, on a besoin de ce mécanisme parce que nous-mêmes, en Suisse, on n'a pas de mécanisme pour protéger les droits fondamentaux. Si un de vos droits fondamentaux est violé, vous ne pouvez pas aller au tribunal fédéral et citer la Constitution. Le tribunal fédéral, aucun tribunal en Suisse peut, selon l'article 190 de la Constitution, appliquer la Constitution. Si le Parlement passe une loi qui est contraire à la Constitution, qui viole vos droits fondamentaux, sans la Convention européenne des droits de l'homme, vous n'avez aucun moyen de recours, sauf par exemple de faire un référendum ou faire une initiative. Mais si c'est que les droits d'une minorité qui sont violés, cette possibilité, elle a relativement peu de chances à avoir du succès. Oui, mais tu dis, sur ton premier argument, c'était que c'était seulement sur les sujets importants que les juges étrangers intervenaient. Mais tu ne penses pas que c'est justement sur les sujets importants que c'est la Suisse qui devrait décider? Parce que vu que c'est important, c'est pas aux autres de choisir ce qui est bien pour nous. C'est la logique même. Mais ce n'est pas les autres qui ont choisi. C'est un Parlement et un gouvernement qui a été élu par le peuple, qui a décidé de rejoindre la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, si cette convention est autant problématique à votre vue, vous pouvez faire déjà maintenant, sans qu'il y ait ce droit à l'autodétermination, une initiative pour résilier cet accord. Probablement, ça sera refusé. Du coup, vous essayez de le faire par d'autres moyens, vous essayez de passer cette initiative et après, vous allez résilier l'accord en disant qu'il viole d'autres choses qui ont déjà été acceptées. Et c'est ça que je trouve que honnêtement, je ne trouve pas bien. C'est que vous dites aux gens que vous voulez un droit à l'autodétermination, mais justement, vous ne voulez pas laisser les gens déterminer eux-mêmes. Parce qu'actuellement, les gens peuvent choisir eux-mêmes. Vous pouvez faire une initiative pour résilier cette convention. Or, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez le faire de manière indirecte et de manière intransparente. Ce qu'on demande, c'est pas que les gens puissent décider eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ce qu'on demande, c'est que la Suisse puisse décider de son droit. Il y a un problème là derrière. Je pense que tu as mal compris ce qu'on demande. Ça veut dire que on ne demande pas que les hommes aient plus aucun droit, puis que si d'un coup tu as envie d'aller tuer ton voisin, tu puisses, puis il n'y aura jamais de problème. Ce qu'on demande, c'est simplement que si la Constitution suisse spécifie quelque chose ou demande quelque chose, que ce soit appliqué, tout simplement, et pas que ce soit un pays voisin qui vienne nous dire « bah non, écoutez, nous on n'est pas d'accord, donc vous le faites pas ». Ja, sehen Sie, über das, was Sie jetzt hier diskutieren, sind die EMRK. Und man sieht schon, die SVP will genau eins. Sie möchten eigentlich diese EMRK gründen und uns, dem Schweizer Volk, das Recht auf unsere Menschenrechte wegnehmen. Aber die Initiative greift eben genau diese EMRK zu wenig an. Und dann frage ich mich, warum die SVP nicht einfach eine Initiative zur Lancierung, zur Abschaffung der EMRK lanciert. Nein, wir machen eine Initiative, die eben nicht die fremden Richter und den EMRG angreift, sondern sie macht eine Initiative, die unsere Bundesrichter angreift. Noch einmal, es sind nicht ausländische oder fremde Richter, die das Völkerrecht in der Schweiz anwenden. Wie schon gesagt, es sind weniger als 2%, die auf diesem EMRG diskutiert werden. Es sind die völkerrechtlichen Verträge, die von den Bundesgerichten in der Schweiz verwendet werden und wo in der Schweiz Rechtsprechung getan wird. Also man greift unsere Bundesrichter in der Schweiz an. Also wie antwortet ihr darauf, dass eben unsere Richter angegriffen werden sollen? Stimmt das eurer Ansicht nach? Von mir aus gesehen eben nicht, weil du musst schauen, der Schweizer Richter, der befolgt ja genau das Schweizer Recht, also was du in der Schweiz darfst. Und das ist eben genau das, du musst in der Schweiz umsetzen, was in der Schweiz ist, und nachher für mich sind eben der Europäische Menschenrechtsgerichtshof überflüssig, weil in der Schweiz haben wir auch, die Menschenrechte sind in der Bundesverfassung geschrieben, also in einem Anhang, wenn du so willst, und von mir aus gesehen reicht das. Und man braucht nicht noch einen Gerichtshof mit diesen ausländischen Richtern, wie eben gesagt, die von Putin und Erdogan gestellt werden.
Also ich habe einfach eine Frage an meine Kollegen und die ist relativ einfach. Habt ihr eigentlich die Bundesverfassung schon gelesen? Weil es gibt da eben einen tollen Artikel, gerade eben zum Thema Menschenrechte. Eure Antwort ist ja, den EMRG braucht es ja nicht und die EMRK auch nicht. Die Menschenrechte sind ja schon in der Schweizer Verfassung. Aber da gibt es den tollen Artikel 190 und der sagt, Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden maßgebend. Das heißt, alles, was hier drin steht, ist mehr oder weniger Wunschdenken. Ihr könnt nicht, zum Beispiel, wenn der Schweizer Staat euer Recht auf Privatsphäre nicht respektiert, oder ja genau, der ist in Artikel 13 garantiert, Schutz der Privatsphäre. Wenn es ein Gesetz in der Schweiz gibt, das eben euer Recht auf Privatsphäre nicht respektiert, dann könnt ihr nicht vor Bundesgericht gehen und sagen, dieses Gesetz ist verfassungswidrig, es widerspricht dem, was in unserer Verfassung steht, weil Artikel 13 sagt jetzt, die Privatsphäre geschützt werden muss. Das kann man eben nicht. Das Bundesgericht kann die Verfassung nicht anwenden und die Behörden ebenfalls nicht. Es ist nicht maßgebend. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Dans la Constitution, c'est écrit qu'on doit appliquer les lois fédérales et les lois internationales. Alors oui, ça, ben oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais justement, ce qu'on demande, nous, c'est que s'il y a un problème entre le droit international et la loi fédérale, que ce soit la loi fédérale qui prime. Donc, je veux dire, c'est enfoncer des portes ouvertes, ce que tu dis, c'est logique. Oui, je suis d'accord, il faut appliquer les deux. Mais s'il y a un problème entre les deux, c'est la Suisse qui doit primer. Oui, mais le problème, c'est que dans le droit fédéral, la Constitution utilise le terme droit fédéral, il n'y a pas la Constitution dedans. Ça veut dire que si une loi, le Parlement passe une loi qui viole par exemple ton droit à la sphère privée, tu ne pourras pas aller au tribunal fédéral et dire que ce droit est anticonstitutionnel, elle viole mon droit à la sphère privée qui est garanti par l'article 13 de la Constitution, parce que le tribunal fédéral et les autorités n'appliquent pas et ne sont pas liés, ils ne sont pas contraints à respecter ce qu'il y a dans la Constitution. Ils sont contraints à respecter ce qu'il y a dans les textes de droit suisse. Et la Constitution suisse n'en fait pas partie. Actuellement, si votre droit à la sphère privée, par exemple, est violé, vous pouvez justement citer la Convention européenne des droits de l'homme, et au pire des cas, même aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Si cet accord est résilié, ce qui est pratiquement sûr en cas de l'acceptation de cette initiative, vous n'aurez plus cette possibilité, et par conséquent, vos droits fondamentaux ne seront plus garantis. Vous n'aurez aucun endroit auquel vous pourrez aller vous plaindre et obtenir une aide juridique si vos droits ne sont pas respectés par l'État suisse. Tu te contredis là. Avant, tu as dit que si la loi sur les assurés justement passait, on pourrait l'appliquer parce que ça n'allait pas à l'encontre de la CEDH. Et d'un coup, tu me dis que si c'est appliqué, les gens pourront faire recours à la CEDH. Alors, faut que tu te décides. Non, parce que il faut lire toute la CEDH et tout ce qu'il y a là-dedans. Oui, il y a effectivement la garantie de la vie privée qui est dans la Constitution et dans la CEDH, mais tout droit peut être restreint s'il y a une base légale ou qu'il y a d'autres conditions qui sont données. C'est également dans la Constitution. Et vu qu'il y a un intérêt public clair à lutter contre la fraude des assurances, on peut justement quand même surveiller les assurés et quand même restreindre ou limiter ce droit s'il y a une base légale. La raison pour laquelle la CEDH avait initialement interdit cette surveillance, c'est juste qu'il n'y avait pas de base légale. C'est le seul problème qu'il y avait. S'il y a une base légale, on peut le faire, c'est compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas de problème. Alors s'il y a une base légale à dénoncer certains accords, je veux dire, il n'y a pas de problème qu'on le fasse aussi. Parce que je veux dire, le peuple est souverain, la Suisse fonctionne comme ça, donc la base légale, elle est là. On vote pour ça, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les dénoncer du coup? Also ich möchte noch einmal, bevor wir jetzt zu sehr in dieses Thema herumdrehen, noch einmal auf die Initiative zurückkommen. Oder? Die SVP proklamiert ja, die Initiative sei glasklar, wir wollen Völkerrecht, die Bundesverfassung vor Völkerrecht. Lesen wir aber einen weiteren Artikel. Oder? Im Fall eines Widerspruchs sorgen Sie für eine Anpassung der völkerrechtlichen Verpflichtungen an die Vorgaben der Bundesverfassung, nötigenfalls durch Kündigung der betreffenden völkerrechtlichen Verträge. Hier einfach zwei Fragen. Wer entscheidet überhaupt, ob die Bundesverfassung im Widerspruch mit einem völkerrechtlichen Vertrag steht? Weil wenn ich eins gelernt habe, bis jetzt meinem kurzen EU-Studium ist, dass es so viele Meinungen gibt wie Juristen.
Und zweitens, ja, wie lange wird man dann verhandeln, bis ich dann einen Vertrag kündigen muss? Zum Beispiel über die WTO haben wir über 10 Jahre lang verhandelt, bis dieser Vertrag angenommen wurde. Also müssten wir dann 5 Jahre lang verhandeln, 10 Jahre oder 25 Jahre lang verhandeln, bis wir einen Vertrag kündigen müssen. Das ist nicht im Initiativtext klar definiert, es ist eben unklar. Eben, das ist so, aber wenn du fragst, wann ist es nicht kompatibel oder so wie du es gesagt hast, wenn im Satz A und im Satz B nicht dasselbe drin steht, dann ist ja schnell mal klar, wann etwas nicht gemeinsam ist. Aber die Dauer, die man verhandeln muss, eine Partei wird schnell mal sagen, jetzt ist genug, für uns ist klar, jetzt kündigen wir oder nein, wir werden ein Einverständnis finden. Von mir aus gesehen wird das nicht immer 10 Jahre dauern. Alors ce que vous dites là, c'est très naïf parce que les autres pays ils ont encore autre chose à faire que de juste renégocier des accords avec la Suisse sans cesse. Et si vous regardez juste déjà par exemple les négociations qui sont actuellement en cours avec l'Union européenne sur des thèmes comme l'accord cadre ou bien juste même déjà les programmes de recherche Horizon, ça a duré plusieurs années pour négocier ça. Donc ça ne se fait pas en une journée parce que voilà, les autres gouvernements ont encore autre chose à faire. Et puis normalement, dans une négociation, il y a encore d'autres acteurs qui font impliquer, donc ça dure longtemps. Et puis, la deuxième chose, c'est, vous n'avez pas répondu à la première question de mon collègue. Qui va décider s'il y a un conflit entre la Constitution ou le droit international? Vous dites que c'est le peuple. D'accord. Le peuple accepte une initiative. Donc, il y a un nouvel article dans la Constitution et certaines personnes diront que c'est pas compatible avec un accord international de la Suisse et d'autres diront que ça reste compatible. Qui décidera? Ce sera le tribunal fédéral, le conseil fédéral, le parlement. Qui décidera s'il faut renégocier, pas renégocier? C'est pas si clair que ça. Et j'ai rarement vu que deux partis dans une négociation qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui est un parti qui dit juste comme ça, oui, non, on termine les négociations, on abandonne tout. Il suffit de regarder par exemple les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne sur l'accord de libre-échange. Les négociations sont pratiquement mortes, mais formellement elles n'ont pas été terminées. Personne qui a abandonné. Donc c'est vrai pour toi, Timon, que cette initiative compliquerait beaucoup les choses et prendrait beaucoup plus de temps pour en fait mettre en marche ce que le peuple veut. Alors oui, je suis d'accord que sur le fond ça prendra plus de temps. Mais est-ce que ça ne serait pas un mal pour un bien? Je veux dire, d'accord, on va peut-être prendre plus de temps pour négocier les choses, mais pour au final concilier les deux et qu'on ait une base sûre et dont tout le monde est d'accord, pas qu'on se fasse écraser par une Union européenne qui veut choisir pour nous et qu'on ne puisse rien faire avec ça. Pas qu'ils nous mettent devant le fait accompli que, ben voilà, vous avez décidé ça, vous n'avez plus le droit de rien faire, ben c'est comme ça. Alors à ce moment-là, le peuple suisse peut décider déjà aujourd'hui, alors il n'y a pas besoin de cet article supplémentaire et toutes les complications qui viennent avec que l'UDC propose. À ce moment-là, le moment où l'Union européenne nous enlèvera tous nos droits, au moment où on n'aura plus du tout le droit de rien faire, voilà, à ce moment-là, on pourra toujours encore faire une initiative pour résilier les accords en question qu'on a avec l'Union européenne. C'est déjà maintenant possible, il n'y a pas besoin de ce que vous proposez. Et l'avantage avec ça, c'est que le peuple, il sait, si vous faites une initiative pour résilier un accord, le peuple sait qu'il va résilier un accord en acceptant cette initiative. Or, en acceptant votre proposition, dans le futur, le peuple pourrait accepter des initiatives qui conduiraient à une résiliation d'accord sans que le peuple y était au courant le moment où il a accepté l'initiative. Donc vous dites que vous voulez donner plus de droits au peuple, vous voulez donner plus de droits aux souverains, etc. Vous voulez plus de démocratie directe, mais en réalité, vous en voulez moins. Ou vous voulez excusez-moi pour les termes, vous voulez une tyrannie de la majorité en étant clair sur le fait que la majorité sera manipulée par l'UDC. C'est ça que vous voulez en fait. Et ça, c'est pas plus de démocratie. C'est clairement moins de démocratie à mon avis. Tu nous dis qu'on peut toujours faire une initiative si d'un coup on n'a plus aucun droit, si l'Europe ne nous autorise plus aucun droit. Alors, oui, je suis d'accord, ouais, sur le système suisse, si on se fie à ça, effectivement, on peut faire une initiative. Mais qui te dit que cette initiative sera appliquée? Parce que si on regarde d'autres initiatives qui sont passées il y a déjà quelques années, par exemple l'immigration de masse, elle n'a pas été appliquée. Et ça, parce que l'Europe
justement, ces accords avec l'Europe nous interdisaient de les appliquer. Et d'ailleurs, Doris Leuthard elle-même l'a dit. Je ne sais pas si vous avez regardé Infrarouge, vous, il y a quelques semaines, mais Doris Leuthard elle-même a dit non, il y a une seule initiative qui n'a pas encore été appliquée, enfin qui n'a pas été appliquée complètement, c'est l'immigration de masse. Et elle l'a dit clairement. Oui. Or, c'est qui n'applique pas cette initiative? Ce n'est pas l'Union européenne qui nous interdit de l'appliquer. L'Union européenne nous dit, si vous l'appliquez, il y aura des conséquences. Et le Parlement, ainsi que le Parlement qui a été élu par le peuple, par le souverain, et le Conseil fédéral qui a été élu par les représentants du peuple, ils ont décidé que l'application de cette initiative coûterait trop cher à la Suisse, et c'est pour ça qu'ils l'ont décidé. Si le peuple suisse trouverait tellement scandaleux ça, et qu'il partagerait votre avis sur la l'UDC, eh ben, il n'aurait qu'à juste voter autrement aux prochaines élections fédérales, de manière à avoir un Parlement où il y a une claire majorité UDC, un Conseil fédéral où il y a une majorité UDC, et à ce moment-là, cet accord serait appliqué. Or, ce n'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que la majorité des gens comprennent que on a des accords avec l'Union européenne qui sont avantageux pour la Suisse, et qu'en appliquant cette initiative de l'UDC, on perdrait ces avantages, puis qu'on en gagnerait certainement d'autres, mais qui ne valent pas autant. C'est une estimation qui est faite. Et puis, justement, si ça ne convenait tellement pas au peuple, vous pourriez faire une initiative pour résilier ces accords avec l'Union européenne. Alors, effectivement, comment dire? Alors oui, tu nous dis que... Attends, je me suis perdu. Oui. Alors, tu nous dis qu'on peut pas, que l'Union européenne ne nous interdit pas d'appliquer ces initiatives. Alors, tu joues avec les mots. Effectivement, il ne dit pas précisément, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais c'est comme si moi je te dis maintenant, ok, bon, tu n'as pas le droit de jeter ta bouteille d'eau maintenant sur l'ordinateur, par contre, si tu le fais, bah, tu auras une punition, puis tu devras rembourser l'ordinateur et tout le reste. Je veux dire, d'accord, on ne t'interdit pas de le faire, mais les conséquences qu'il y a derrière, c'est du chantage. C'est comme si on te dit, ok, tu le fais, si tu veux, mais après, derrière, tu verras. Tu joues avec les mots. Juste une petite contre-question pour toi, Timon. Donc, du coup, comme tu dis, si l'initiative est acceptée, on n'aura plus ces problèmes avec la Commission européenne. Non, alors... Je pense qu'on aura quand même quelques problèmes parce que ça risque de mal passer, qu'on leur dise d'un coup, écoutez, non, notre constitution passe au-dessus. Et je suis d'accord avec vous, ça peut engendrer quelques soucis. Mais il faut aussi regarder qu'est-ce que ça va engendrer derrière. Ça veut dire que d'abord, au niveau démocratique, on va avoir plus de pouvoir parce que nos initiatives seront vraiment appliquées cette fois. Et aussi après, toi, Alec, qui aime bien ça, on peut parler aussi au niveau économique, notamment l'agriculture. Si on regarde l'agriculture, ratifier ou dénoncer certains accords, enfin on a déjà ratifié certains accords, mais les dénoncer après, pourrait nous aider à conclure des relations transfrontalières, notamment par rapport au développement durable, et ça éviterait que d'autres accords qui sont dangereux, autant pour l'économie que pour l'agriculture, puissent être conclus. Parce que justement, en dénonçant les accords qu'on a déjà pu faire et en ratifiant de nouveaux, ça primerait clairement sur les anciens. Et ça, c'est une chose importante. Non, on peut déjà maintenant dénoncer des accords. Du haut, tu dis que ton initiative, elle serait bien pour l'économie, ce qui me plairait énormément, parce que je suis un grand fan de l'économie et de l'argent. Mais le problème, c'est alors du coup, j'ai parlé à plusieurs PDG d'entreprise, entre autres aussi à une personne, un cadre de la plus grande entreprise d'assurance en Suisse. Je parlais à des cadres dans des banques. J'ai parlé à des gens d'économie suisse et aucune de ces personnes s'est exprimée en faveur de cette initiative. Tout le monde s'est exprimé contre. Le seul secteur qui bénéficierait éventuellement, c'est l'agriculture. Mais comme vous le savez certainement, sur le PIB suisse, l'agriculture, c'est une extrêmement petite partie. Alors, est-ce que vous voulez vraiment sacrifier ou est-ce que vous voulez vraiment mettre en danger 90% de l'économie juste pour protéger les 10% ou même moins que ça que l'agriculture présente? Je pense que ça ne fait pas beaucoup de sens. Puis justement, par conclusion, on peut vraiment dire que cette initiative, elle nuit à l'économie très clairement parce qu'elle mettrait en danger des accords de libre-échange, des traités qu'on a avec d'autres pays pour qu'on puisse nous-mêmes exporter nos produits là-bas. Il y a des entreprises suisses, par exemple, qui exportent des machines en Suisse. Ils ont des conditions extrêmement favorables et ce serait
ces accords qu'on a avec la Chine, justement, pour permettre ça, pour donner un avantage compétitif économique à la Suisse, on risquerait de les perdre. Ça met en danger ça. Parce que, en gros, l'exemple que tu as donné avec l'ordinateur, il est très bien. Mais ton initiative, c'est comme si moi, je fais un contrat avec toi, puis dans le contrat, on dit que tu me donnes 100 francs, puis en échange, je ne lance pas d'eau sur l'ordinateur. Puis par après, moi, cette initiative, si elle est acceptée, ce qui se passerait, c'est que je pourrais dire « Oui, tiens, je suis d'accord, j'ai signé un contrat avec toi, mais en fait, je viens de remarquer qu'en fait, ce contrat, il viole mes conditions générales que j'ai fait moi-même, sur lesquelles tu as eu zéro influence, lesquelles tu n'es peut-être même pas au courant qu'on a signé le contrat, puis du coup, j'ai quand même le droit de lancer de l'eau sur l'ordinateur. » Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, si vous faites ça, il y aura encore d'autres gens qui voudront négocier un accord, qui voudront négocier des contrats avec vous, qui voudront faire des affaires avec vous? Bien sûr que non. C'est la même chose, si la Suisse accepte cet accord, ce sera extrêmement difficile dans le futur de conclure des accords et des traités avec d'autres pays qui sont avantageux pour la Suisse. Alors effectivement, c'est pas, pour réutiliser tes termes, c'est pas correct effectivement de résilier un contrat. Mais moi je suis pas d'accord sur le fait que les pays ne voudront plus rien signer avec nous. Je suis d'accord, ça engendrerait plus de paperasse, plus de problèmes par rapport à la signature de ces documents. Mais comme je l'ai dit avant, je me répète, mais c'est le cas, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que la Suisse actuellement, c'est un des plus grands exportateurs d'Europe. C'est un pouvoir économique fort en Europe. Et les pays ne peuvent pas tout simplement dire, bon, bah, vu que c'est difficile de faire des signatures avec eux, on ne va pas en faire. Parce qu'au final, eux aussi seront gagnants. Comme je l'ai dit avant, ça va être plus compliqué de signer ces documents, mais au final, autant eux qui auront leurs échanges et nous qui avons pu avoir notre démocratie, nous serons les deux heureux. Je veux dire, même si ça prend plus de temps, ce qui compte, c'est le résultat. Il ne faut pas que ce soit absolument dans la seconde. Oui, mais le problème, c'est que la Suisse, ce n'est pas le seul pays qui désire négocier des accords avec des grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine, voire même l'Union européenne. Il y a d'autres pays qui veulent négocier des accords. Et si ça se trouve que la Suisse n'est pas un partenaire fiable, qui est capable de respecter ce qu'elle s'est engagée à respecter, bah à ce moment-là, les autres pays seront plus réticents à négocier des choses avec nous. C'est vite vu. Et puis, en plus, de nouveau, tu n'as pas expliqué, si c'était tellement bien pour l'économie, pourquoi est-ce que la grande majorité des entreprises et l'économie suisse, pourquoi est-ce que ça se trouve qu'ils sont contre du coup? Peut-être qu'ils sont contre parce que ça met en péril leur état économique pour l'instant. Ça veut dire que des entreprises comme justement Économie Suisse ou je ne sais plus les exemples que tu m'as donnés, mais effectivement, dans l'immédiat, ça va pouvoir potentiellement engendrer des problèmes, tant au niveau économique qu'au niveau administratif, que n'importe quoi. Mais comme je t'ai dit, au final, pour eux, ça reviendra au même. Peut-être qu'ils auront un trou pendant une année ou deux, mais le temps que ces accords soient faits, au final, ça reviendra au même pour eux, voire même peut-être mieux. Parce que justement, dénoncer quelques accords, ça permettra peut-être d'en négocier des meilleurs encore. Also ich komme nochmal darauf zurück, oder? Was die SVP uns hier weismachen würde, dass die Schweiz bei internationalen Verträgen irgendwas zu sagen hat. Die Schweiz ist einfach viel zu klein, um gegen große Länder wie Deutschland, Amerika oder auch China irgendwelche Forderungen zu stellen. Und bei der Annahme der Initiative wäre ja nicht das Problem, dass nur 1 oder 2 solcher Verträge gefährdet werden. Es kam daraus, dass Economy Suisse die Gefahr sah, dass bis zu 600 wirtschaftliche Verträge bei einer Annahme der Initiative in Gefahr stehen würden. Und noch einmal, es wird uns gesagt, ja, wir haben nicht das Gefühl, dass die Schweiz werde immer noch ein vertrauenswürdiger Vertragspartner sein. Aber ich komme noch einmal auf ein anderes Beispiel zurück. Wir, die Schweiz, sind ein Garagist und verkaufen Autos. Jetzt kommt ein anderes Land zu uns und möchte ein Auto kaufen. Wir machen einen Vertrag und sagen, okay, ich verkaufe dir das Auto für 10.000 Franken. Und dann im selben Vertrag hat die Schweiz eine Klausel, in dem steht, ja, wir haben zwar einen Vertrag, dass wir für 10.000 Franken ich das Auto dir verkaufe, aber je nachdem, wenn mein Volk etwas anderes entscheidet, musst du 15.000 oder 100.000 Franken für das Auto bezahlen.
Und da frage ich mich, würde ich als Land mit der Schweiz einen Vertrag abschließen, bei dem ich weiß, dass unter Umständen in 1-2 Jahren der Vertrag nicht mehr gültig ist und ich zu komplett anderen Konditionen diesen Vertrag ändern muss. Und das ist einfach der Fall, weil es ist in keinem Land so einfach wie in der Schweiz, die Verfassung zu ändern. Das heißt, es könnte so schnell gehen, dass ein Vertrag nicht mehr gültig ist und somit würde ich als ein fremdes Land nicht mit der Schweiz Verträge eingehen, weil es einfach viel zu unsicher ist und ich nicht davon profitieren kann. Vielen Dank, Noah. Ich gebe jetzt das Schlusswort auf die Seite der SVP und währenddessen könnt ihr, liebes Publikum, euch schon Fragen ausdenken, die ihr habt für unsere Kandidaten. Donc réfléchissez à des questions que vous avez, que vous pourrez ensuite poser à nos candidats. Donc, letztes Wort an dich, Oliver. Also, wir denken, wir Schweizer wissen am besten, was für uns ist. Von mir aus gesehen ist es auch keine Frage von links oder rechts. Es geht um den Grundsatz, wer in unserem Land bestimmt. Der Erhalt der direkten Demokratie heißt, dass wir Schweizer auch zukünftig bestimmen werden. Vielen Dank. Noch Fragen? Alors moi je vous passe le micro. C'est pas qu'on vous entend pas si vous parlez pas dans le micro, mais c'est des questions d'enregistrement et qu'on ait bien votre question. Oui. Alors les 5000 accords passés avec les pays étrangers, ils n'ont jamais été cachés au peuple ni refoulés par le peuple suisse. Et on a toujours su, en tant que citoyen suisse, qu'on pouvait aller à l'encontre des accords passés avec les pays étrangers. Pourquoi maintenant faire une initiative qui en fait refoulerait ces accords étrangers selon la Constitution suisse? Alors pourquoi maintenant moi je dirais simplement, ça va avec le temps. Ça veut dire que au début, on s'est dit, bon, quelques accords, ça dérange pas. Puis après, on a vu qu'il y en avait de plus en plus, on s'est dit, bon, faut quand même regarder un peu. Puis après, on a commencé à se rendre compte que nos initiatives devenaient de moins en moins applicables, ou de moins en moins appliquées surtout. Comme j'ai déjà dit, l'immigration de masse, par exemple, ou bien d'autres initiatives comme les criminels étrangers, ou encore la construction de minarets. Ce genre de choses, il y a de toute façon des conflits par rapport au droit international. Et en fait, pourquoi maintenant ? C'est une bonne question, il n'y a pas de réponse vraiment précise par rapport à ça, mais je dirais simplement c'est avec le temps qu'on a actuellement, avec l'atmosphère qu'il y a, autant au niveau international qu'au niveau suisse, c'est simplement une initiative qui doit passer maintenant avant que ça soit trop tard, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Merci. À ta question. Y a-t-il d'autres questions ? Si l'initiative sur l'autodétermination elle passe, elle nous emmènerait forcément à dénoncer la CEDH et donc nous serions le seul pays avec la Biélorussie à le faire. Est-ce que vous pensez que ça pousserait pas Erdogan et Poutine à faire de même? Alors, potentiellement, oui. Mais après, par rapport à la Biélorussie, d'accord, ça donne peut-être pas une très bonne image de la Suisse en tant que telle. Si on se dit, bon, les deux seuls pays qui vont quitter cette convention, c'est la Suisse et la Biélorussie. Je suis d'accord, au niveau de l'image, c'est pas top. Mais après, la Suisse a prouvé maintes et maintes fois que c'était un partenaire fiable et que, quoi qu'il arrive, on sera là. Ça, on l'a prouvé plusieurs fois, beaucoup plus que la Biélorussie d'ailleurs. Et pour répondre à ta question, effectivement, Erdogan ou Poutine, ça peut les pousser à éventuellement quitter cette convention, sauf que eux, si je peux me permettre de dire ça comme ça passera tout de suite beaucoup moins. C'est-à-dire que la Suisse, on est réputé pour être un pays fiable, correct, qui respecte le droit, alors que Poutine et Erdogan, ils ont quand même une réputation un peu plus compliquée. Donc eux, à mon avis, les sanctions, alors bien sûr, je peux pas savoir pour ce qui arrivera. Mais je pense que pour des pays comme la Russie ou la Turquie, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux de quitter cette convention parce que
punitions, disons que les conséquences au niveau européen seront beaucoup plus grosses que si c'est simplement la Suisse. Et d'ailleurs, ça sera à contrôler, mais je ne suis pas sûr que les constitutions russes et turques garantissent le droit fondamental humain, alors que la Suisse, oui. Je tiens juste aussi à ajouter que, en fait, ce serait probablement plus facile pour la Russie et la Turquie de dénoncer cet accord que pour la Suisse, tout simplement parce que, suite au Brexit, le Royaume-Uni voulait également dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. C'était d'ailleurs même un temps dans le manifesto du Parti conservateur, qui est pour le moment en tout cas encore au pouvoir en Grande-Bretagne. Et l'Union européenne a assez clairement laissé comprendre que si le Royaume-Uni dénonçait la Convention européenne des droits de l'homme, ça aura des impacts assez forts sur le futur des négociations pour les futurs accords bilatéraux que rentrent le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, je pense que pour la Suisse, ce serait à peu près, on pourrait dire, ce sera le même tarif. Si la Suisse dénonce cette convention, l'Union européenne risque de nous punir pour avoir fait ça. Et bon, si l'Union européenne punit la Russie ou la Turquie, ça a moins d'impact économique sur ces deux pays-là que ce que ça aurait comme impact sur la Suisse. Donc on pourrait presque dire que c'est plus facile pour ces pays-là de dénoncer cet accord. Merci. Quelqu'un d'autre? Vielleicht Fragen auf Deutsch. Da gab es il y a une question là-bas. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Du coup, ma question, actuellement, la Suisse, elle a conclu plus de 5000 accords avec les pays étrangers. Et vous venez de parler un peu indirectement des conséquences que ça pourrait avoir. Et ma question, c'était si la loi sur l'autodétermination venait à être acceptée, quelles seraient les conséquences pour la Suisse au niveau européen et international? Tu poses la question à qui? À Alec. Alors, au niveau européen, comme je l'ai déjà dit, on serait certainement, puis on est actuellement en pleine négociation avec l'Union européenne. Par exemple, on a toujours encore ce problème avec l'équivalence boursière. On est en train de négocier un accord cadre. On serait sûrement puni là-dedans. Et en plus, aussi sur le niveau international, je pense que ça nuirait à la réputation de la Suisse parce que, je rappelle, le jour où l'initiative sur l'immigration de masse elle a été acceptée, c'était, sauf erreur, sur la première ou la deuxième page des New York Times. Puis je peux vous dire que ce n'était pas décrit dans des termes très positifs. Et pour des gens qui ne savent peu sur la Suisse, d'ailleurs la majorité des Américains ne comprennent pas la différence entre la Suède et la Suisse, parce que ça a des noms similaires, quand ils entendent quelque chose comme ça, ça se marque chez eux dans le cerveau. Et on mettrait en péril notre image et notre réputation. Puis très concrètement, ça pourrait dire que dans le futur, des pays ne voudraient plus négocier certains accords avec nous. Tout simplement par peur que la Suisse ne respecterait pas sa partie ou les résilie dans le futur. Parce que le problème, c'est que vous concluez un accord aujourd'hui, il est compatible avec la Constitution d'aujourd'hui, d'accord, tout est en ordre, mais si ce texte il est accepté, puis que dans le futur, après la ratification et la signature de l'accord, tout à coup le peuple suisse décide de faire quelque chose qui va à l'encontre de cet accord, l'accord devrait être renégocié ou résilié. Et je ne suis pas convaincu que d'autres pays seraient prêts à accepter ça en tant que condition. Merci. D'autres questions? Donc l'initiative, elle vise à faire primer la Constitution plutôt que les accords étrangers. Et si j'ai bien compris, le but, c'est d'avoir une démocratie plus forte et que le peuple ait plus de pouvoir. Mais c'est ça déjà ou pas? Oui. Ok. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le peuple, il est vraiment en mesure de décider des aspects aussi importants pour son pays? Parce que, vous pensez peut-être à vous, vous êtes renseigné et vous êtes là-dedans, mais vous pensez vraiment que tout le peuple est autant capable et autant renseigné que vous-même? Oui, clairement, oui. Si on regarde la Suisse à travers le temps, depuis qu'on a instauré ce système, donc avec le peuple qui choisit pour la Suisse, donc vraiment le peuple qui est souverain, nous sommes un pays très stable. Ça fonctionne très bien. On regarde la Suisse il y a 20 ans, ça revient au même à ce qu'on est maintenant, alors que la France, les États-Unis, l'Allemagne, si on remonte 20 ans en arrière, c'est un pays complètement différent que ce qu'on connaît maintenant. Donc oui, on a prouvé plusieurs fois, et au fil du temps, ça se prouve de plus en plus que
La Suisse est un pays stable grâce à son système. Donc, oui, je pense que même si c'est un sujet très compliqué, on en a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres sujets très compliqués, autant cette année avec Monnaie Pleine que d'autres années, le peuple est tout à fait apte à gérer ça. C'est d'ailleurs le système même de la Suisse. Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. Ich möchte hier noch schnell reagieren. Die Frage ist gut, oder? Aber es geht in dieser Initiative nicht nur um Vertrauen, sondern eine gute Demokratie ist auch ein guter Rechtsstaat. Und in einem Rechtsstaat braucht es Gewaltenteilung. Und was die Initiative nun will, ist dass sie unseren Gerichten die Chance nimmt, einzuschreiten und Gesetze so nicht anzupassen, aber eben anzuwenden. Das heißt, man gibt dem Volk viel zu viel Macht. Und auch wenn ich vollstes Vertrauen habe in das Volk, ist eine Kontrolle in unserem Land wichtig. Es braucht die Gewaltenteilung. Es braucht ein unabhängiges Parlament und es braucht auch unabhängige Gerichte, die einschreiten können und die Gesetze anwenden können. Also es ist nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern es ist auch eine Frage der Kontrolle, die die Initiative so verletzen will. C'est juste pour dire, comme j'ai compris la définition de la démocratie de mes collègues, c'est la démocratie en fait, c'est ce que la majorité du peuple veut. C'est pas ce que le peuple veut, mais c'est tout simplement ce que la majorité veut. Et puis par conséquent, ça veut dire que si 50% du peuple et une personne veulent quelque chose qui est à l'énorme détriment du reste, ben, selon l'UDC, c'est une bonne chose et il faut le faire. Or, quand on pense à une démocratie, on pense aussi à la protection de certaines libertés, à l'état de droit, à la protection des minorités. Et tout ça, si on suit juste le concept simple de la démocratie que l'UDC utilise, c'est pas, ce sera plus garanti. Ce sera plus une démocratie, ce sera une tyrannie de la majorité, comme je l'ai déjà dit. Mais là, tu remets en cause simplement le système suisse. Non, tu remets en cause tout le système. Non, je ne remets pas en cause tout le système, je dis juste, comme Noël a déjà dit, qu'il faut une séparation des pouvoirs, qu'il y a dans tous les États démocratiques, et puis que ce n'est pas tout simplement parce que la majorité du peuple veut faire quelque chose que c'est forcément une bonne idée. On l'a déjà observé plusieurs fois. Et par ailleurs, vous plaignez que par exemple l'initiative d'immigration de masse n'est pas appliquée. Pour donner un exemple, ben, si c'est un tellement grand problème pour vous, pourquoi vous ne proposez pas de solution? Je pense qu'il y avait une question. Mais j'ai juste pas fini en fait. Ah d'accord. Parce que pour continuer, vous avez dit que si on ne suit plus forcément la Déclaration des droits de l'homme, il y a toujours la Constitution comme base qui est là, étant donné que c'est écrit dedans, et que de toute façon les droits de l'homme seront suivis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le peuple peut changer la Constitution, donc du jour au lendemain, ça peut ne plus être dans la Constitution. Et surtout, la Constitution, elle ne garantit pas vos droits, parce que la Constitution, par exemple, elle dit que vous avez un droit à la sphère privée. Si quelqu'un va, si le Parlement passe une loi qui viole ce droit, vous ne pouvez pas aller au tribunal et dire que ce droit n'est pas respecté. Donc, voilà, donc le droit n'est pas vraiment garanti par la Constitution. Et oui, comme vous l'avez dit, ça pourrait être changé à chaque moment. Alors, oui, je suis d'accord, ça peut être changé, mais je veux dire, si on enlève une signature sur un document, c'est pas pour autant qu'on va devenir des animaux. Je veux dire, je suis d'accord, on va quitter une convention qui met des restrictions par rapport aux choses que l'on peut faire à d'autres, et je trouve ça très bien. Hein. Moi, le premier, j'ai pas envie qu'on la quitte, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on se retire de ça que d'un coup la torture va être légale, que si vous faites une connerie à l'école, on va vous couper le bras puis qu'il n'y aura jamais de problème. Non, faut arrêter. C'est des conneries de penser ça. Je suis d'accord, il y aura moins c'est difficile de garantir que les droits humains seront respectés tout le temps, mais il y a toujours des solutions. Par exemple, tout bête, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas simplement un copier-coller de la CEDH puis on la mettrait dans la Constitution sans y être dedans? Je veux dire, c'est tout bête, hein, mais il y a plein de moyens de faire respecter ces droits. Et voilà, donc je pense que oui, effectivement, la Constitution peut changer, mais c'est pas pour autant qu'on va devenir des animaux puis que tout va être autorisé non plus. Voilà. Ça a répondu à ta question? T'arrives à reformuler la question peut-être? J'ai peut-être mal compris.
Déjà, vous avez dit que de penser ça, c'est des conneries, mais je trouve déjà un peu exagéré de parler comme ça, parce que moi, je dis pas que ce que vous pensez, c'est des conneries, mais bon, c'est un détail. Et puis, sinon, ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de dire, oui, on peut mettre la Déclaration des droits de l'homme dans la Constitution, mais ça peut changer en bien comme en mal, et vous pouvez nous donner aucune garantie comme quoi ça va rester là ou comme quoi ça va changer en mieux. Et je dis pas qu'on va devenir des animaux, mais tout simplement, si une majorité du peuple décide que la Déclaration des droits de l'homme n'est plus importante, eh ben, elle deviendra plus importante et on pourra plus rien faire à ce moment-là. Alors oui, je suis d'accord, ça peut changer en bien comme en bien, j'ai envie de dire, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de mal à rajouter la CEDH dans la Constitution suisse. Je veux dire, c'est là pour assurer les droits humains. Il y a rien de mal là-dedans. Mais je dis pas que c'est mal de la rajouter, je dis justement que c'est mal qu'on puisse l'enlever. En la rajoutant, on l'enlèverait pas du coup. Mais qui nous dit qu'on va la rajouter? En se retirant, oui, alors mais là aussi, on parle de quelque chose qui est complètement faux. On peut écrire, si on veut, toute la CEDH dans la Constitution, mais avec l'article 190, ça se prime pas. Parce que dans l'article 190, c'est écrit, c'est les lois fédéraux qui priment. Et puis, la Confédération suisse, c'est pas le loi qui prime, c'est le loi fédérale qui prime. Donc, ça sert à rien de mettre le CEDH dans notre Constitution. Ça sert à rien parce que ça prime pas. C'est devant le tribunal fédéral, c'est la loi fédérale et puis les contrats internationaux qui priment. Alors moi, c'est vraiment au pire des cas que j'ai dit ça, mais sur le principe, moi je pense que la Constitution suisse protège déjà suffisamment l'humain et le droit humain sans qu'on ait besoin encore d'aller dans une convention internationale pour que les autres pays nous disent encore comment traiter les humains. Enfin voilà, j'espère que ta question a été répondue en tout cas. Oui, c'est bon, merci. De rien. Alors moi, je pose ma question à Timon. Du coup, en fait, vous aviez parlé des entreprises et je me dis que si on accepte l'initiative sur l'autodétermination, je me demande si, déjà qu'on n'a pas forcément beaucoup de multinationales en Suisse, je me demande si le peu de multinationales qu'on aura, elles vont pas prendre peur un peu et se dire qu'étant donné qu'on va à l'encontre de tous ces accords avec les pays étrangers, du coup qu'elles vont quitter la Suisse. Alors effectivement, c'est un risque, mais c'est comme à chaque fois qu'on change des impositions, comme RIE3, ou bien maintenant ça a changé de nom, je crois que c'est AFFA, enfin ouais, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est la troisième fois qu'ils changent de nom. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose par rapport à l'imposition ou aux traités internationaux comme ça, on prend ce risque, effectivement. C'est un risque gros, je suis d'accord, moi-même je suis un peu réticent par rapport à ça. Mais je pense que ce qu'on risque de gagner au final en acceptant ça peut être plus bénéfique que ce qu'on risque de perdre. Il faut regarder le pour et le contre à chaque fois. Et je pense qu'effectivement, c'est un gros risque qu'on prend, comme à chaque fois qu'on change les impositions ou n'importe quoi, encore une fois, mais c'est un risque à prendre, vraiment. Je pense. Mais du coup, alors, pourquoi pas rester sur quelque chose de plutôt stable, qu'on sait que ça marche, que prendre un gros risque et au final, qu'en fait... qu'il y a tout un peu qui capote, que plutôt se dire... ouais. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant. Ça veut dire que la Suisse a prouvé que le peuple était capable de faire de la Suisse un État stable. Donc je pense que... disons que si la Suisse, et donc le peuple indirectement, choisit quelque chose, ça ne peut que être bénéfique pour lui. Alors, effectivement, je peux me tromper, peut-être que ce serait une énorme catastrophe, mais je pense pas. Je veux dire, ça fait plus de 200 ans qu'on a ce système-là. Ça a toujours très bien fonctionné. Je pense pas que c'est maintenant, en 2018, que d'un coup, il y aura un énorme souci et puis qu'il y a tout qui va capoter et puis que la Suisse n'existera plus d'ici 3 ans. Je pense que c'est un peu fantaisiste de penser qu'il y aura des problèmes comme ça. Alors, je suis d'accord, c'est un risque, encore une fois, mais... c'est un risque à prendre. C'est un mal pour un bien, je pense, honnêtement. Alors moi, justement, je mettrais... Excuse-moi, c'est juste une dernière question, donc... Merci. Vas-y. Moi, j'aimerais revenir justement à la question de mon collègue avant sur pourquoi maintenant. Parce que, en fait... tu t'as dit avant qu'on avait une certaine stabilité. C'est juste. Donc, justement, pourquoi maintenant, alors que depuis 200 ans, on vit très bien, justement, avec les relations...
des autres pays, on vit très bien avec l'aide des pays étrangers. Parce que, en fait, depuis plus de 200 ans, dès qu'on vote quelque chose, c'est appliqué. Nous, en 2014, on a voté pour l'immigration de masse. Moi, j'avais pas encore le droit de vote, hein, bien sûr, je pense pas non plus. Donc, l'immigration de masse est passée. Ce qui se passe, c'est qu'il faut à peu près 3 ou 4 ans pour appliquer une initiative complètement, en général, et que maintenant, les 3 ou 4 ans sont passés, justement. On est en 2018, 4 ans plus tard, c'est supposé être appliqué. Sauf que c'est pas le cas. Ou du moins, ils ont joué avec les mots pour appliquer plus ou moins comme eux, ils voulaient. Nous, on trouve ça inadmissible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ça. Ça veut dire que non seulement on a relancé une initiative pour l'immigration de masse qui sera votée normalement l'année prochaine ou en 2020, début 2020, mais en plus de ça, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, on a décidé qu'on allait s'assurer que le droit suisse primerait toujours sur le droit international. Ça veut dire que on a relancé l'immigration pour que celle-là, elle passe, et que ensuite, par derrière, justement, comme je l'ai dit, assurer que toutes les initiatives qu'on vote seront vraiment appliquées comme le peuple le souhaite et non pas comme les autres pays le souhaitent. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il une dernière question hyper urgente? Eine letzte dringende Frage. Dann würde ich gerne eine Schlussrunde einführen, in der jeder Teilnehmer noch einen Satz sagen kann, der das Publikum überzeugen sollte, warum er oder sie unbedingt Ja oder Nein für diese Initiative stimmen sollte. Willst du anfangen, Noah? Also ich beginne und wenn du mir gestattest, 1-2 mehr Sätze noch anzuhängen. Nicht mehr als 2 mehr. Ich habe zuerst eine Frage an Sie, wertes Publikum. Wer von Ihnen, qui de vous pense dans 1 ou 2, 3 années, il va à l'université, lève les mains maintenant. Wer möchte an die Universität gehen die nächsten paar Jahre? Also wie ich sehe, die meisten haben es vor, oder? Ich hatte die Gelegenheit vor ein paar Wochen mit der Frau Professorin Epine, der Direktorin der Universität, zu sprechen. Und sie hat mir einfach versichert, oder wir haben in einem Kontext geredet, und zwar bei einer Annahme dieser Initiative würde die Schweiz wiederum, nachdem sie schon bei der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative aus gewissen Forschungsprojekten ausgeschlossen werden. Das heißt, inländische Professoren hätten nicht mehr die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, und ausländische Professoren hätten nicht mehr die Möglichkeit, hier in der Schweiz Vorlesungen zu halten, und somit würde die Qualität der Schweizer Universitäten extrem geschädigt. Also ich bitte dich durch Sie, die zukünftigen Studenten, an die große Möglichkeit der Universitäten zu denken und am 25. November Nein zur Anti-Menschenrechtsinitiative zu stimmen. Vas-y, une phrase s'il te plaît. Oui, alors moi j'ai aussi envie de poser une question, mais je vais pas la faire parce que je connais déjà la réponse, je pense que ça sera unanime. Qui a encore envie d'une vraie démocratie et qui a envie d'avoir son droit de citoyen? Je pense tout le monde, justement. Alors si vous voulez justement conserver cette démocratie, conserver notre indépendance et respecter la Constitution fédérale, je vous invite à voter oui à cette initiative. Merci. Alec? Alors, je vais vous poser la même question que Timon. Qui veut une vraie démocratie? Qui veut un vrai état de droit dans lequel les libertés et les droits de tout le monde, et pas seulement ceux des 50% et une personne, sont protégés? Si vous voulez vraiment une vraie démocratie et pas une tyrannie de la majorité, il faut voter non à cette initiative qui est contre les droits de l'homme. Oliver? Ja, ich denke, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich hatte es falsch verstanden, aber mein Schlusswort bleibt dasselbe. Wir Schweizer, wir wissen, was am besten für unser Land ist. Wie gesagt, es ist nicht eine Frage um links und rechts, es ist eine Frage des Grundsatzes, ob wir hier in der Schweiz selber bestimmen wollen. Und wenn ihr da selber bestimmen wollt, dann müsst ihr Ja stimmen zu dieser Initiative. Herzlichen Dank und herzlichen Applaus für unsere Kandidaten.